Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Paul Biya a donc prononcé la phrase rituelle à douce soir devant le peuple camerounais au travers de ses représentants. Au-delà du faste qui accompagne pareille cérémonie, les Camerounais étaient très nombreux devant leurs petits écrans et, en la faveur de cette journée fériée, sont restés très attentifs au discours inaugural de l'homme qui, pour la deuxième fois en 36 années, d'année d'exercice du pouvoir suprême, a prêté serment un 6 novembre. Très attendu, le coup de baguette magique pour définitivement résoudre la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. In fine, c'est un Paul Biya qui dit s'être, je cite, attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Fin de citation. Il promet des réponses à ces préoccupations et ces aspirations dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours. Je l'ai également cité. Mais l'on retiendra surtout l'appel de Paul Biya à la jeunesse sécessionniste du nord-ouest et du sud-ouest à déposer les armes et à retrouver le droit chemin. Présidentielle 2018, clap de fin. Retour sur le discours inaugural du président élu. C'est le fait du jour. Madame, Monsieur. Présidentielle 2018, clap de fin, retour sur le discours inaugural du président élu. Pour en parler ce soir, je suis avec Paul Didier Macon. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes représentant du parti Univers sur ce plateau. Très exactement. Bienvenue sur le plateau Equinox. Je vous remercie pour votre invitation. Voilà, sur ce plateau également, Max Wabo, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Oui. La société civile, c'est bien cela. C'est bien ça. Même comme on a plusieurs casquettes, mais ça me va. Ok, ça vous va. Sur ce plateau également, Jean-Paul Chouniat, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Voilà, journaliste à la rédaction centrale Equinox Télévision et Radio. C'est bien cela? Une évidence. Voilà. Et également sur ce plateau, il nous fait l'honneur d'être là une fois de plus, Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Equinox Télévision. Voilà, avocat au barreau du Cameroun, mais aussi militant et cadre du RDPC. C'est exactement, c'est cela. Voilà, je commence avec vous, Maître Teguin. Dans le discours du président, le discours inaugural aujourd'hui, le président n'a pas fait allusion un seul moment aux enfants, aux élèves portés qui ont été enlevés hier. Pour vous, ça vous paraît normal? Écoutez, c'est un discours à une circonstance aussi solennelle. Il me paraît qu'il est parlé des problèmes du nord-ouest et sud-ouest. C'était ce qui était pour moi le plus urgent. On a quand même affaire là au plus grand kidnapping depuis le début de cette crise. C'est exact, c'est un kidnapping qui nous n'avons pas encore, enfin je pense que jusqu'à présent, on ne peut pas encore avoir des informations exactes sur le lieu où les enfants ont été emportés. Bon, c'est malheureux, c'est regrettable. Il faut déjà louer les parents. Il faut souhaiter du courage aux parents qui sont victimes de cette épreuve malheureuse. Et je pense que le gouvernement a pris ses responsabilités à travers son représentant local qui est monsieur le gouverneur. Le chef de l'État, dans son discours, a voulu parler de la crise de manière globale pour évoquer une solution globale sans vouloir rentrer dans les péripéties parce qu'au cas où il devait le faire, il devait en parler tout le temps et par rapport à d'autres choses, il a préféré en parler en disant que force doit rester à la loi. Je pense qu'il a parlé de ce dossier, mais de manière, si vous voulez, détournée. Ok. M. Macron, dites-moi, problème anglophone de manière globale, sans parler de cette soixantaine d'enfants qui ont été kidnappés hier, pour vous, c'est normal? Non, je pense que c'est un manquement. C'est un manquement. Un manquement qui est lié au fait que le discours a sans doute été conçu et finalisé avant cet événement. Donc ça fait que l'événement a dû se produire après et peut-être qu'on n'a pas jugé bon ou utile d'introduire cet événement rapidement dans la ligne du discours tel qu'il avait déjà été conçu
Mais je trouve que c'est un manquement, on aurait dû en parler puisque c'est un événement majeur qui interpelle la bonne santé, le vivre ensemble dans notre pays. Donc on devait nécessairement en parler. Je trouve que ça a été un raté et puis il faudra songer à intégrer la vie de la nation dans les prestations officielles, surtout du président de la République, lorsque la sécurité de la nation est ainsi menacée et que des familles entières sont privées ainsi de leurs, sans qu'on ne sache quelle est la destination qu'ils ont dû prendre au moment où nous parlons. Max Wabo, c'est un détail qui ne méritait pas d'être dans le discours inaugural du président aujourd'hui? Non, en toute sincérité, je partage le point de vue de mon ami Macron. Il dit que pour moi, c'est un manquement. On ne peut pas, comment dirais-je là, on ne peut pas estimer que le discours était préparé avant. Non, le président Biya, dans une telle circonstance, devrait avoir une capacité à réactualiser un discours, même si il ne se fiait pas à ses écrits. Oui. Il avait donc la possibilité. Il pouvait improviser. Il pouvait improviser. Donc, mais comme on est habitué à des choses de ce genre, et puis parfois où on l'attend, il ne réagit pas de ce côté. Et c'est parfois regrettable. Jean-Paul Sugnat, même sentiment. On aurait pu rattraper ça en commentant, au-delà de ce qui était écrit. Oui, je pense que une 80aine d'enfants enlevés, je veux dire comme ça, en plein jour dans un établissement scolaire, c'est quand même un gros événement. Je pense qu'aucun chef d'État au monde n'aurait loupé cette occasion. On a souvent vu même avec les présidents français qu'on touche aux cheveux d'un seul Français. On se rappelle même si une fois Sarkozy avait fait tout un voyage pour aller en Colombie parce qu'une compatriote était en difficulté. Donc je pense que le président, s'il avait mentionné, improvisé cette partie dans son discours, ne serait-ce que pour faire un clin d'œil aux parents qui sachent que le père de la nation, comme on l'appelle, est au courant de ce qui est arrivé. Parce que là, ça laisse les parents que peut-être se sont assis devant la télé pour regarder ce discours inaugural, se dire peut-être que le président allait penser à eux. Mais imaginez un parent dont l'enfant a été, ou les enfants ont été enlevés face à l'écran, et il constate que, parlant du problème du nord-ouest et du sud-ouest, le président n'a même pas, ne serait-ce qu'évoqué pour déplorer. On ne dit pas qu'il dise qu'il voici ce qu'il va faire, ne serait-ce que pour déplorer ce qui est arrivé et encourager les familles. Donc, dans un commentaire. Oui, dans un commentaire en passant. Je pense que les familles se seraient senties assurées, consolées et avoir beaucoup d'espoir que leurs enfants seront retrouvés en bon état physique. Ok. Maître Tegem, dans son discours également aujourd'hui, le président a parlé d'aspiration. Il a sorti des termes aspiration, préoccupation. Et il pense que tout ça sera résolu dans ce qu'on appelle la décentralisation. On va accélérer. Il a repris l'expression aujourd'hui. C'est ce que les gens attendaient? Je voudrais indiquer déjà que le président n'a pas négligé la situation des enfants, puisqu'il a indiqué dans son discours que la force restera à la loi. Et il a demandé aux fauteurs, il a demandé, ou alors informé les fauteurs de troupes qu'ils feront face à la loi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vous pensez que ça rassure un des parents, des enfants? C'est un sous-entendu. Dans ce discours-là? Excusez-moi. Ça, c'est votre maître. Oui, c'est vous qui le percevez comme ça. Non, mais il est suffisamment avisé. Et puis, généralement, dans ce genre d'exercice, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de tapage. C'est pas une insulte, mais les parents, quand même, auraient quand même souhaité ce petit clin d'œil-là du chef de l'État. Je pense que monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest a été avec les parents. Il s'est déplacé même à cette école. Il est le représentant du président de la République et l'ensemble du gouvernement. Le discours du président aujourd'hui était hyper attendu. Tout à fait, mais il était attendu et puis il a apporté, si vous voulez, les réponses aux problèmes qui se posaient. Relativement à celui-là, il a bien dit force restera à la loi. Et moi, je pense que dans ce type d'exercice, il vaut mieux ne pas beaucoup communiquer parce que ce sont des exercices dans lesquels ce que l'on fait, on ne le dit pas toujours. Moi, je me souviens du ministre des Affaires étrangères, Fabius, quand il est venu ici appeler le Moulin Fournier, il a bien dit, cette opération m'a donné l'occasion de mieux vous connaître au cours des entretiens quasi quotidiens, mais toujours nocturnes, que nous avons eu au cours de nos entretiens. Ça veut dire que monsieur le président de la République, contrairement à ce que vous pouvez penser, il est soucieux, il fait son travail, et comme toujours, comme une fourmi, il prend son temps et il aboutit toujours au résultat. Je souhaite que dans le cadre de cette affaire, il aboutisse au résultat, que les enfants qui sont malheureusement retenus, qu'on retrouve le lieu de leur détention et qu'ils soient mis en liberté. Relativement maintenant à son discours sur les autres points, vous savez,
On parle toujours du fédéralisme. C'est son programme. Je pense qu'il est dans son programme. Son programme, c'était la décentralisation. Et il a maintenu le cap. Il dit on va accélérer la décentralisation. Je veux dire que la décentralisation, si elle traîne, ce n'est pas par le fait du chef de l'État, c'est pas le fait même des autorités locales, puisque j'ai lu des maires dans le cadre des communes et villes unies du Cameroun qui ont indiqué dans leur discours que la décentralisation, on l'accélérait et qu'on mettait la charrue avant les bœufs. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas les compétences sur le plan local. On a dit qu'on va refaire l'école de formation des cadres locaux à Boya. Et on a également indiqué que désormais, ils bénéficieront des cadres de la fonction publique qui sont sur le terrain. Donc, ils vont leur porter une assistance. Je pense que c'est comme ça qu'on va résoudre. Au fur et à mesure, on va l'améliorer. Toute chose a un début, et quand la chose commence, ou alors quand une institution se met en place, ça prend un temps. Il faut que les gens s'adaptent, qu'on commence. C'est cela le Cameroun, c'est cela tous les pays du monde. Ils se sont construits sur la durée. Ok, on s'adapte. Ça va nous prendre encore beaucoup de temps, Jean-Paul Chuniat. Mais évidemment que ça va nous prendre beaucoup de temps si on s'en tient à ce que Maître avance comme propos pour expliquer le sujet ou alors parce que le problème, c'est qu'il n'a pas fixé un cap, dit par exemple pour 2019 ou 2020. C'est ce qui a un peu manqué. Oui, parce qu'on nous dit la même chose depuis la loi du 96, la loi fondamentale de 96. C'est pour ça que je dis donc. On dit les institutions vont se mettre en place progressivement. Voilà, le Conseil nous a pris 22 ans. Hein, progressivement. C'est pour ça que je dis que quand Maître dit que c'est un programme dans tous les pays, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dis en même temps, le véritable problème qui se pose, c'est qu'on ne sent pas une véritable accélération dans la mise en place de ces différentes mutations. Ça va un peu timidement. Même quand vous discutez avec certains maires, pas forcément les maires issus des partis de l'opposition, ils vous disent clairement les difficultés qu'ils ont, les goulots d'étranglement avec certaines administrations, des administrations qui ne veulent pas lâcher du zeste. Donc, au-delà du discours qui peut être politiquement correct, reconnaissons qu'il y a des véritables goulots d'étranglement. Vous avez des administrateurs civils, je prends le cas des préfets, ou bien ceux qui sont comme les patrons des maires. Vous avez des préfets qui ne se gênent pas parfois à bloquer des projets. Ils ne se gênent pas. Moi, j'ai assisté à des scènes où le préfet et un maire en sont venus aux échanges extrêmement violents. Et le préfet s'est énervé, il a même failli quitter la salle, on a dû le calmer. Donc, je pense que si on dit décentralisation, il faudrait qu'on mette véritablement la pédale. Depuis 96 que toutes ces mesures ont été annoncées. Si vous prenez 96-2018, ça fait quand même 22 ans. Donc, il faut donc prendre combien d'années pour mettre en place une décentralisation effective? C'est ça que les maires disent tous les jours. C'est pas parce que vous voyez les maires RDPC venir au meeting, crier et chanter, mais quand vous discutez en off avec eux, ils vous le disent clairement. Ils vous le disent, mais ils ne peuvent pas parler. Donc, je pense que la décentralisation, il faudrait que ça aille vite. Là, maintenant, le président a 7 ans. Et il faudrait que tout se mette véritablement en place pendant ce septennat. La question que les gens quand même se posent en étant sceptiques, c'est que si de 96 à 2018, voilà les quelques petits pas de la décentralisation, est-ce qu'en 7 ans, on va marquer des grands pas? Donc c'est ça la question fondamentale. Donc je pense qu'au-delà des considérations politiques, vraiment, il faudrait qu'on soit réaliste et logique envers nous-mêmes sur certaines questions. Donc, pour sortir du sujet sur la décentralisation, c'est le programme du président. Le président est le seul à donner le coup d'accélérateur. C'est lui qui... Vous ne pouvez pas être dans le véhicule. Je ne veux pas dire que le Cameroun, c'est sa voiture. Vous ne pouvez pas être dans un véhicule, et le conducteur, même si ce n'est pas son véhicule, c'est lui qui décide à quelle vitesse on va. Vous n'allez pas quitter de votre siège pour aller dire ou appuyer son pied sur l'accélérateur. Donc c'est comme on connaît déjà l'homme, il a son rythme, il a sa vitesse. On doute bien fort que pour les 7 années à venir, qu'il décide que nous étions à la vitesse 60, nous passons à 120. Ok. Pierre Vancon, face aux aspirations et aux préoccupations des populations du nord-ouest et du sud-ouest, comme il a dit lui-même dans son discours, le président oppose l'accélération du processus de décentralisation. Oui, absolument. C'est la réponse que ces populations attendaient? C'est la réponse qui est contenue dans son programme depuis déjà plusieurs décennies, au moins 2 décennies. Il est connu comme tel
mais il n'a pas encore été mis en œuvre. On nous parle toujours de la progressivité. Je ne sais pas combien de décennies il faut pour mettre un programme institutionnel. C'est-à-dire, bon, sur le plan infrastructurel, on peut évoquer un certain nombre de difficultés, peut-être liées aux capacités financières, n'est-ce pas, de l'État, mais un programme institutionnel, ça dépend d'abord de la volonté. Alors, Maître disait tout à l'heure que nous avons un problème avec la ressource humaine, ou que ce sont les élus locaux eux-mêmes qui s'en plaignent. Mais lorsqu'on imagine une constitution avec la décentralisation comme étant un mode de gouvernance déjà qui accorde dans le pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées, mais ça suppose qu'on a mis sur pied toute une infrastructure pour se doter des ressources humaines qui vont piloter le projet. Alors on devrait donc avoir ces écoles de formation-là. Je veux dire que tout cela doit être imaginé simultanément, n'est-ce pas, avec la conception même de ce projet. C'est pas quand on l'a conçu et des décennies plus tard qu'on commence à réaliser que nous avons tel ou tel manquement. Mais c'est des choses qui doivent être faites dès le lancement même du projet. Bon, si ça n'a pas été fait, on se serait attendu au moins que 2 ans ou 5 ans, ou maximum 10 ans après, que toutes ces superstructures-là soient mises sur pied pour pouvoir nous doter des Camerounais dont nous avons besoin, pour pouvoir conduire avec succès la décentralisation. Nous savons tous ici que la décentralisation est une espèce de juste milieu entre ceux qui veulent la séparation du Cameroun et ceux qui veulent rentrer au fédéralisme. Nous sommes dans un juste milieu qui arrange pas mal de gens au Cameroun. Je suis sûr que c'est peut-être l'option majoritaire, je n'en sais rien, mais je suis sûr que c'est peut-être l'option majoritaire, avec l'avantage que c'est ce qui est inscrit dans notre constitution. Donc on n'a pas besoin d'une modification constitutionnelle pour la mettre en œuvre. C'est donc quelque chose qu'on peut faire rapidement si on se donne d'une volonté politique pour réellement y parvenir. Donc on n'a pas à se donner 10 ans ou 20 ans pour pouvoir y parvenir. On a l'impression que des personnes sont habituées à des positions de pouvoir au sein de l'administration et ne veulent pas y renoncer. Ils veulent continuer à être des faiseurs de roi, des ordonnanceurs de dépenses à tous les niveaux, veulent donc conserver ces positions de pouvoir et de prestige et ne pas les céder, n'est-ce pas, aux ayants droit tels qu'ils sont reconnus par la Constitution. Ce n'est pas un problème de temps, ou ce n'est pas un problème de ressources humaines, c'est vraiment un problème de volonté politique. C'est la même chose que nous observons au niveau supranational. C'est-à-dire que lorsque le Cameroun se projette dans les relations avec les pays voisins de la CEMAC ou de l'Union africaine, pas seulement le Cameroun, mais tous les autres pays font des efforts pour traîner des pieds et ne pas accorder une partie de leur souveraineté aux institutions supranationales. La même chose qu'on retrouve au niveau c'est-à-dire à l'intérieur de notre pays, où les gens freinent des 4 fers pour ne pas concéder les pouvoirs qui sont reconnus à la Constitution par, je veux dire, aux élus locaux. Or, nous savons très bien que c'est l'une des solutions, n'est-ce pas, à la crise du nord-ouest et du sud-ouest qui est en train de sévir depuis au moins 2 ans. Les gens ont besoin de se gouverner eux-mêmes. Ils ont besoin d'une autonomie réelle à partir de laquelle ils peuvent donc s'occuper de leurs problèmes, ce qui leur permet, comment on va dire, de résoudre déjà leurs problèmes à la base et ne pas toujours dépendre du pouvoir central. Ce qui leur permet aussi d'assumer une responsabilité sur le sort qui est le leur. N'est-ce pas? À ce moment-là, si on les interroge, on ne sont pas obligés de dire que nos malheurs nous viennent de Yaoundé ou, je ne sais pas moi, au-delà de Yaoundé, mais ils sauront très bien qu'ils ont choisi des dirigeants locaux et que ces dirigeants répondent donc de la situation qui est la leur en ce moment. Je pense même que ce serait une bonne chose pour ce régime de se dédouaner d'un certain nombre d'accusations, n'est-ce pas, que de laisser les peuples se gouverner eux-mêmes dans les régions. De sorte que lorsque certaines accusations sont portées au régime en place, il aura beau jeu de dire, mais vous avez élu vos dirigeants, ils sont responsables de tel ou de tel, donc ne m'accusez pas de tel ou tel type de manquement ou bien d'incapacité. Je n'en suis pas responsable puisque les pouvoirs ont déjà été transférés. Mais le fait de tout centraliser fait que finalement, on centralise aussi la responsabilité. De sorte que la responsabilité politique continue à incomber à ceux qui sont à Yaoundé, exactement au pouvoir central, alors que logiquement il devait incomber plutôt au pouvoir régional et de manière plus élargie aux différentes municipalités. Max Wabo, pour vous aussi, c'est le manque de volonté politique qui freine les choses? Mais Serge, avant de répondre, je voudrais observer à Maître que je ne suis pas trop partisan, parce que quand on veut, quand le RDPC a tendance à... Quand ils ont échoué, ils ont fini d'échouer. Maintenant, il faut tenter parfois d'expliquer certaines choses. On ne peut pas chaque fois en train de dire que dans des pays à l'extérieur, voilà comment ça se passe. Non. Je veux dire tout simplement que, en réalité, la décentralisation profite à toutes les populations. Alors, pourquoi, justement, on ne veut pas décentraliser? Moi, je crois qu'il y a un ministère de la décentralisation qui est créé. Mais écoutez, vous avez vu le ministre de la décentralisation, même... Est-ce qu'on sent même qu'il existe?
Ce ministère, pour moi, n'existe pas. On a créé un ministère, on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce que le ministre de la décentralisation fait dans son quotidien. Donc aujourd'hui, qu'après tant d'années, on vient nous dire que non, on va progressivement, j'ai envie de dire que on a le RDPC et son gouvernement a échoué. Il n'y a plus rien à attendre là. Cette décentralisation dont le président fait allusion, je dis bien, il n'y aura pas de décentralisation. Vous avez un pouvoir central, vous avez des gens qui veulent tout concentrer au niveau de Yaoundé. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que dans un système, quand tout est pourri, ceux qui sont du côté de Yaoundé savent qu'ils peuvent gérer leur rétrocommission dans les affaires et faire de l'argent du contribuable tout ce qu'ils souhaitent en faire. Donc pour moi, la décentralisation avec le régime RDPC, c'est un rêve. Il n'y aura pas de décentralisation. C'est une promesse qui n'engage que le président seul. Il est pessimiste là. Oui, avant certainement que Petre ne réagisse. Je voulais quand même attirer aussi son attention sur le fait que la décentralisation, c'est pas quelque chose qu'on allait chercher sur la Lune. C'est une création, c'est une conception humaine. On voit comment ça fonctionne dans d'autres sociétés. Ne soyons pas toujours habiles à copier ce qui est mauvais chez nous. On peut copier bêtement. Moi, je dis, même le problème de la ressource humaine habilitée et qualifiée pour conduire la décentralisation, je ne vois pas qu'il y ait un problème de ressources qui se pose. À partir du moment où c'est juste des adaptations qu'il faut faire. Absolument. Je ne pense pas qu'un secrétaire général de mairie, si il y a un programme ou des séminaires pour peut-être, c'est vrai que la décentralisation c'est tout un programme, mais qu'on ne nous dise pas que la ressource humaine qu'on a à notre portée est si bête que les gens ont besoin d'aller s'asseoir dans une école, être formés sur la décentralisation de façon formelle. Je pense simplement que si on a une bonne volonté politique, le Cameroun a des intelligences et qu'on a des hommes honnêtes qui veulent réellement l'avenir du pays, qui est soucié de l'intérêt général, la définition ou alors l'adaptation à la décentralisation ne posera pas de problème. À partir du moment où les gens travaillent dans l'intérêt du pays et que vous êtes buté, je pense que la convergence des intelligences, le fait que les élus locaux se retrouvent de temps en temps pour partager leur expérience sur les difficultés qu'ils éprouvent au quotidien, ça va se résoudre. Maintenant, admettons par exemple que le chef de l'État avait donné un véritable coup d'accélérateur à la décentralisation. Le débat même sur le fédéralisme ne se poserait pas. Parce que même les populations du Nord-Ouest auraient l'aptitude de décider au moins à 90% de leurs priorités. À ce moment, le pouvoir central serait comme un super gendarme parce que vous n'allez pas demander à l'État de décentraliser les forces de défense, de tout abandonner. Donc, chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, si c'est un problème d'éthique, un problème de détournement, on ne va pas jusqu'à décentraliser la justice. Donc, à chaque fois qu'il y a un égarement ou alors un écart de comportement par rapport à la gestion des fonds publics, il va se poser et qu'à ce moment, le pouvoir central prenne des mesures sévères pour que la prochaine personne qui sera élue, parce que le mandat électif ne vous met pas à l'abri des poursuites judiciaires quand vous gérez le bien commun. Ça ne vous met pas à l'abri. Donc je pense que si on va dans cette logique, la décentralisation, chaque région ou chaque commune, chaque collectivité territoriale décentralisée, se sentant au cœur des prises de décision et de participation, le problème de fédéralisme ne se poserait pas. Ici chez nous, je pense qu'il faut éduquer la population. Beaucoup de gens ne savent pas que un conseil municipal est ouvert au public et qui peuvent participer au conseil municipal. Si on prend une décision, alors on prend une délibération, qu'ils disent que mais la délibération que vous venez de prendre là, moi je suis habitant de cette ville. De quoi s'agit-il? Vous avez utilisé des termes là que je ne comprends pas. Expliquez-moi clairement. À ce moment, cher Clou-Sucé, à ce moment, si vous avez les difficultés à lui expliquer, alors que c'est ces citoyens qui viennent participer, c'est votre vivier électoral. Mais si à partir du moment où vous ne voulez pas leur expliquer clairement ce que vous êtes en train de faire, oui, vous tirez une balle dans la jambe avec l'appui de la société civile. Prochain mandat, on va vous mettre en difficulté. Ok.
Maître Tegem, Max Wabo semblait hyper pessimiste. Hein. Ah, vous savez... pour lui, la décentralisation... Vous savez, là, de gouverner n'est pas aisé. Je sais une chose, c'est que quand les gens ne sont pas au gouvernement ou alors quand ils ne connaissent pas la réalité des problèmes, c'est toujours très facile d'opiner. Moi, je m'en tiens aux déclarations des associations des maires. Comme il est vu l'Union du Cameroun, ils se sont réunis, ils ont posé leurs problèmes. Quand la loi de décentralisation a été votée en 2004, l'État a commencé à transférer les compétences. L'État a transféré les compétences aux mairies. Simplement, on a arrêté parce qu'à un moment, les maires se sont plaints auprès du pouvoir central en indiquant que non, vous nous envoyez les compétences, même si vous nous transférez les ressources, nous n'avons pas les ressources humaines pour pouvoir implémenter sur le terrain. Combien de temps il faut pour avoir les ressources humaines? Depuis 2004, il faut combien de temps? C'est quand même extraordinaire. Vous avez tout dit là tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu. Je ne sais pas pourquoi vous m'interrompez. Excusez-moi. Non, c'est juste de relance. C'est juste de relance. Je vous laisse apporter d'autres. Je vous laisse développer. Je vous laisse développer. Vous imaginez tous les trois, vous êtes allés à nous cognant dessus, alors que nous sommes en train de travailler. Et puis bon, c'est ça, quand vous travaillez toujours, vous recevez des coups. Nous continuons à travailler, nous sommes dessus, sur la décentralisation. Quand vous dites combien de temps, mais elle se met en place de manière progressive. Quand vous dites combien de temps, on a mis en place en ce moment un ministère de la décentralisation et développement local. Le ministère a 6 mois d'âge. Vous dites que vous ne savez pas à quoi il sert. Ce ministre se déplace pratiquement chaque mois, il est en déplacement dans les localités où il inaugure les mairies. Il donne les recommandations aux maires, il donne les recommandations au préfet. Mais vous dites que vous ne savez pas à quoi ça sert. Vous dites combien de temps? Le ministère a été créé au mois de mars dernier. Il n'a même pas un an d'existence, mais vous le jugez et vous dites qu'il a échoué. Attendez, soyez un peu sérieux. Quand vous avez un projet, même vous-même à titre personnel, quand vous avez votre projet, vous donnez quand même un temps pour l'exécuter. Vous ne pouvez pas dire que la décentralisation est un échec chez nous, alors que le gouvernement a toute la bonne volonté, mais il faut savoir une chose, là, de gouverner n'est pas aisé. Gouverner, c'est pas aussi facile que vous pouvez le penser. Si c'était si facile, on le ferait. Lorsque vous dites que, et il a même éventuellement, enfin, il a même chuté sur ce point en disant que les citoyens doivent participer au conseil municipal. Écoutez, pourquoi là, ils envoient des délégués? Si les gens sont élus, c'est parce qu'ils représentent les citoyens, ils vont là-bas, ils prennent des décisions, et les citoyens doivent assumer. Encore que il n'y a pas de mandat impératif, c'est un mandat représentatif. Okay. Donc je ne comprends pas pourquoi vous estimez que la décentralisation a échoué, qu'on n'a pas envie de la mettre en place, surtout que on a même déjà transféré plusieurs compétences. On est déjà en train d'évoluer dans le cadre des fonds alloués en passant au mécanisme de dotation, qui est un régime particulier. Mais vous trouvez toujours que c'est insuffisant. En tout cas, nous avons la chance, nous avons un président de la République qui a l'expérience. Et nous allons tirer profit de son expérience parce qu'il sait que en toute chose, il faut prendre la mesure, il faut prendre du temps. Et c'est comme ça qu'il travaille depuis. Nous sommes habitués à cela. On sait qu'il travaille dans son temps. Et, excusez-moi, il vous est pas interrompu. Allez-y. Il y a quelques jours, il y a eu une élection. Cette élection, il a réitéré qu'il va poursuivre la décentralisation. Les Camerounais lui ont donné un mandat. Nous préférons aller à pas cadencé, à pas choisi, et non à grands pas sans voir où on va. Et vous devez encore supporter de nous voir parce que nous sommes encore là pour 7 ans. Ok, Jean-Paul Chignal, il y a un autre aspect du discours. Vous avez suivi la sortie de Monseigneur Cléda, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Le président dit ceci, le nombre de compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, beaucoup de compatriotes, nombre de compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ont pas pu exercer leur droit de vote du fait des menaces sécessionnistes qui continuent de ce côté. Il donne raison, Monseigneur Cléda? Bon. Comment comprendre la sortie, quelques jours après, de Monseigneur Jean-Baptiste? Même le président reconnaît qu'il y a une partie du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui n'a pas participé. Oui, donc c'était une évidence, puisque même le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, excusez-moi, qui est une base électorale du SDF, oui, on a suivi le contentieux post-électoral, comment les avocats du SDF, le candidat du SDF à cette présidentielle, ils ont démontré. Donc, on ne peut pas nous laisser croire que tout ce qui a été démontré là-bas, tout ça c'était de la fabulation. Donc je pense que le président lui-même, il a dû suivre le contentieux post-électoral et il a pris acte. Donc si le président lui reconnaît que bon nombre de compatriotes, certainement, moins la majorité. Pourquoi avoir donc fait un procès à Monseigneur Cléda? Non, est-ce que c'est le président qui a fait... Le président, je parle de ceux qui ont fait des sorties après Monseigneur. Vous savez, ceux qui ont fait des sorties après Samuel Cléda sont des militants
qui sont en quête de positionnement. Donc, c'est normal que dans l'église. Bon, peut-être pas dans l'église. Je ne peux pas. Seul le monseigneur Jean Barga, c'est pourquoi il a dit ce qu'il a dit. C'est un homme d'église. Je ne sais pas si c'est une confrontation avec monseigneur Samuel Kreda ou c'était une réponse du berger à la bergère. En tout cas, moi, je m'en tiens aux déclarations et faisant le lien avec la déclaration du président qui, de façon sibylline, reconnaît que les citoyens du sud-ouest et du nord-ouest n'ont pas participé au vote comme il se devait. La seule chose que j'ai à dire, c'est que tout ce monde-là, avant d'avoir leur casquette de religieux ou d'hommes politiques, sont d'abord, surtout les religieux, sont d'abord des citoyens camerounais. Monseigneur Samuel Kreda est ressortissant. Il est ressortissant de l'extrême nord Cameroun, ressortissant de l'extrême nord Cameroun. Il a certainement des familles là-bas. Donc, quand il s'est étonné par rapport aux résultats du nord-ouest et du sud-ouest, c'était normal que les militants du RDPC passent à l'offensive. Il faut bien montrer au président que non, face à ceux qui se positionnent, qui apparaissent comme détracteurs, nous sommes là pour assurer la veille. Donc je pense que on peut mettre ça dans cette logique, mais ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que le président a reconnu qu'il n'y a pas eu élection. Bon nombre de citoyens n'ont pas participé aux élections. Je pense que là, il met même quelque peu... Ok. Jean-Paul Souniat, je crois que nous avons le palais d'unité repérage là. Nous allons donc suivre cette soirée depuis Yaoundé et tout dit. Celle pour chacun to catch a glimpse, de tout faire pour serrer la main to even jump au and président touch de la République. Je crois que nous avons tout à côté un Camerounais ordinaire qui va peut-être se présenter et nous dire ce que ça représente pour lui d'être à quelques mètres seulement du président de la République. Mais je m'appelle M. Younous Amadou, je suis un militant du RDPC à Yaoundé 2 et un sentiment de satisfaction et de joie parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes à côté d'un pouvoir comme celui-là, on a la fierté de l'être parce qu'aujourd'hui, le président Paul Biya est un exemple parmi tant d'autres en Afrique. Il est question aujourd'hui pour nous de montrer l'exemple du vivre ensemble. Parce que si je prends mon cas aujourd'hui, je connais que la briqueterie dans lequel je m'exprime normalement au sein de ce milieu. Mes parents ils sont y habités et aujourd'hui nous habitons, nous sommes là. Nous avons été intégrés de manière forte dans cette communauté de Yaoundé dans l'Onfundi. Il est question aujourd'hui de remercier le vivre ensemble à travers son excellence Paul Biya. Merci. Le président de la République en parfaite communion avec ses compatriotes. shaking hands along the aisle as he moves Et on imagine around. le bonheur These pour people were there. ceux qui ont le privilège déjà de lui serrer la main, le président de la République qui se permet d'ailleurs d'adresser A few words des of, propos aimables à kind words. quelques-uns. Évidemment, pour la sécurité, c'est un exercice particulièrement ardu. Alors, Yves, je voulais dire, c'était un peu une cerise sur le gâteau, le chemin, la journée fériée est chemin aujourd'hui. Ah, tout à fait, tout à fait. Et on imagine bien d'ici à quoi peut ressembler cette célébration dans les quatre coins du Cameroun et même au-delà. Especially as today was the 6th of November, a normal celebration day for the CPDM. But today is the President of the Republic. It means that all other Cameroonians join the CPDM. First of all, the new deal that came on the 6th of November to celebrate in a grandiose manner throughout the national territory. Et comme le disait le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, aujourd'hui, c'est pas une seule victoire qui est célébrée, c'est un ensemble de victoires. C'est un ensemble de victoires concernant directement le président de la République. C'est une victoire à l'élection présidentielle, mais c'est également la victoire de la maturité du processus démocratique du peuple camerounais. It's not very far from where we are running our commentaries. It's just a few paces. Oui. President Paul Biya and his wife are just a few paces away from where we are reporting at this moment. He is going to move along that aisle. Le président de la République échange avec le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, sans doute pour prendre les dernières nouvelles concerning the latest security issues. Voilà. Especially qui sont, comme vous savez, les questions sensibles. Et tout à côté, on voit le président
avec le ministre Paul Atangandji. C'est l'un des acteurs clés de ce processus qui a conduit évidemment à la fin heureuse, au dénouement heureux de ce processus électoral du côté de l'administration. Speaking to the same people, exchange a few words avec évidemment sa touche particulière, Madame Chantal Biya. Toujours la main sur le cœur, avec toujours ce sourire en partage, le président de la République avec Jean de Dieu Momo, qui qui a eu le privilège d'avoir un bref échange avec le président Biya. À quelques mètres de nous, le président de la République, voilà. Et la première dame Chantal Biya, juste à quelques centimètres de nous. Elle également. Madame Chantal Biya is just near. Madame Chantal Biya is not very far from where we are reporting. C'est véritablement taking her time, la totale greeting everybody. Convivialité. She's very relaxed, quite relaxed. Madame Chantal Biya qui prend son temps. Qui prend son temps. It's quite interesting here. It's a tense atmosphere. I must say, she was not very far from where we are reporting. And then people were just sending their arms, greeting. You know, she threw in a few words here and there. And people were happy, jumping. The old, the young. La première dame et le président de la République qui vont chercher très loin des bras. On voit Gargaman Adji qui serre la main à la première dame Chantal Biya. Eh bien, c'est une ambiance véritablement de fête ici. Une fête qui se reflète également dans les couleurs. On a vu le palais de l'unité joliment décoré, avec des jets d'eau qui s'élèvent indéfiniment vers le ciel, avec des fleurs un peu partout, et le tapis rouge qui est réservé à chacun des convives du couple présidentiel camerounais, qui est donc à l'initiative de cette soirée. L'ambiance est tellement chaude que la compagnie musique, la garde présidentielle, a dû quelque peu baisser la garde, on va dire, pour permettre à chacun de vivre ces instants de façon plus directe. In a more convivial, direct manner, direct communion between the presidential couple and the population. And you know, Madame Chantal Biya has a special feminine, motherly touch that gives it the color. You know, it gives it the subtleness, the soft touch, and the feminine touch that makes the entire difference. Et cette communion que nous vivons ce soir est à l'image de celle que nous avons vécue tout au long de la matinée. J'avoue que le président Biya a gardé intacte sa capacité à lever les foules. Jamais, au grand jamais, nous n'avons vu une telle affluence au passage d'un cortège présidentiel. Ce que nous avons vu aujourd'hui, cette fin de matinée, au départ du Palais de l'Unité comme au départ de l'Assemblée nationale, était tout simplement inédit. Le président de la République, qui s'est d'ailleurs permis, chose rare, de nous offrir en bonus une randonnée le long des artères de la capitale à travers une voiture décapotable. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le président de la République ainsi. Qui est sorti maintenant à l'extérieur de cette enceinte pour communier maintenant avec les convives qui se trouvent à l'extérieur et qui, vous imaginez bien, sont bien plus nombreux encore. Alors, à cette célébration ont été conviés à la fois des compatriotes, mais également des amis du Cameroun. La famille diplomatique, tout à l'heure, nous avons vu encore l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun.
Henry Peter Barlerin, qui est donc qui fait partie des convives présents à cette soirée et n'est pas le seul. On a vu d'autres représentants des États amis du Cameroun ici. Madame Chantal Biya qui interpelle, on va dire gentiment, son mari pour lui permettre de serrer la main à quelques personnes. J'ai pu voir un artiste, Amapiero, à quelques personnes qui tenaient à tout prix à serrer la main au président de la République. Je crois que c'est un bonheur dont on ne devrait pas se priver. It is a bonus mark. You see, Madame Chantal Biya frantically urging her husband to shake the hands of an artist. It shows you the importance that the couple is attaching to artists. And this is your moment. Yes, Ashunyanti, you see a president full of energy, communicating with the population. Everybody is happy. The atmosphere here is very relaxed. Indeed, Cameroonians should be proud to have a president like Paul Biya, one who is out for the welfare, the well-being of Cameroonians, and also a first lady who has been assisting the husband to ensure the promotion of youth and women. President Paul Biya said it in his inaugural speech that he will do everything to ensure the progress of women and children. Indeed, Joseph Clement Ogba, I will say the president is a unique president in the continent, a man of wisdom who knows the value of women, who acknowledges what women have been doing, especially in the informal sector, to contribute to the economic progress of our country. How else can we be grateful to a man like Paul Biya? Thank you, Mr. President. Thank you, Madame Chantal Biya. Joseph Clement Ogba. Merci, Enanga Kebi. Le chef de l'État va certainement, d'un moment à l'autre, prendre congé de la salle des banquets du Palais de l'Unité. Mais le bain de fond se poursuit ici. Cette communion, preuve d'une symbiose parfaite entre le chef de l'État et son peuple. On a également vu cette communion dans la journée au Palais de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout tout le long de l'itinéraire du Palais des Verts de Ngouakele au Palais de l'Unité. Je crois que c'était une masse humaine qu'on a rarement vue ici dans la capitale. Le chef de l'État, debout dans sa voiture décapotable, a répondu à toutes ces ovations. Il était en compagnie de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, son soutien indéfectible. La première dame camerounaise qui continue là de saluer les milliers de convives qui sont ici. On vous l'a dit, il y a près de 7000 personnes qui ont été invitées, 2000 environ à l'intérieur de la salle des banquets et 7000 à l'extérieur. Ils sont là aujourd'hui comme Zachary Niman et son épouse qui viennent là de serrer la main du couple présidentiel. La fête se poursuit ici au Palais de l'Unité. Une très belle fête pour Paul Biya, résolument l'homme du 6 novembre. Paul Biya, the man of November 6th, a double ceremony here in one. Today, Cameroonians are celebrating President Paul Biya's 36th anniversary in power, and at the same time celebrating Paul Biya's oath-taking ceremony as the president of the country for the next 7 years mandate. We are really grateful to God Almighty for giving us a dynamic leader, unique character. At his age, 85, Paul Biya is still strong and kicking, ready to take the country further to emergence. How else can we say we are grateful? But only to put hands on deck and work with President Paul Biya for the good of our nation. He spoke lengthily about the Anglophone regions, the Northwest and the Southwest regions, and Paul Biya is calling on all of us to consolidate peace, unity. Without peace, we cannot progress. Without peace, there can be no sustainable development. So we need it. We need that peace. We need that progress. We need that unity. Cameroon is one and indivisible. Paul Biya is ready to listen
to the problems of the people of the Northwest and Southwest region. And he said it, he's very sensitive to that. So let us all accept that our unity in diversity is our strength. L'unité dans la diversité également perceptible ici au Palais de l'Unité. Les convives qui sont ici sont venus de toutes les régions du Cameroun, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Ils sont tous là pour communier avec le chef de l'État qui prêtait donc serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Une joie particulière se lit sur les visages. Vous voyez ces femmes à qui le président a fait une fleur lors de son discours en disant qu'il va beaucoup plus que par le passé accorder une place aux jeunes mais aussi aux femmes. Je crois que le chef d'État l'a démontré tout au long de son magistère qu'il est à côté des jeunes et à côté également des femmes. Ils sont là nombreux aujourd'hui pour acclamer le chef de l'État et le président de la République qui joue les prolongations pendant qu'on voit le professeur Jean-Marie Kassia et Madame Chantal Biya qui sont en parfaite communion également. C'est une grande fête ici au Palais de l'Unité. Yes, you remember yesterday Madame Chantal Biya was at Crasset to visit those babies born of women of advanced ages. That was something very, very symbolic. Alors un exploit de faire accoucher une dame de 62 ans. C'est une première en Afrique et je crois que c'est un exploit que nous devons au Crasser. Le Crasser dont l'initiative porte la marque inventive de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, avec bien entendu le soutien de son époux. Yes, we are all grateful. We are all enjoying the feast here at the Unity Palace. Yves Marc Medjo. Alors, d'autres parleraient d'un véritable standing ovation. A standing ovation. Ainsi réservé au couple présidentiel camerounais. But they deserve standing it. ovation, well deserved, I think. They deserve it. They deserve it. They deserve it plenty. It is just a manifestation, an overflow of the emotions that Cameroonians have. Seeing their president, hale and hearty, strong, taking the country ahead, and the only man who has that capacity to give direction to this fatherland. Et sans doute que ceux qui ont souvent prétendu que le président serait distant de son peuple sont pris au dépourvu. Le président Biya qui communie depuis maintenant une bonne vingtaine de minutes, le président de la République en parfaite communion, en parfaite immersion avec le peuple camerounais, représenté ici dans ses différentes composantes. Dans ce moment de grande allégresse, une joie et une allégresse que les amis du Cameroun ont voulu partager avec nous, d'où la présence, comme vous venez de le voir en image, de représentants du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, la présence de ces hauts diplomates, de ces ambassadeurs qui a valeur de reconnaissance formelle de Paul Biya par leurs États, de Paul Biya comme président de la République du Cameroun. First of all, they are accredited to him, and he has to give an agreement before they are accredited. So before they come, Cameroon has given its consent, and they are coming in full knowledge that they respect. Et vous imaginez le bonheur de cette dame qui échange avec la première dame, qui a la possibilité de lui parler, de lui dire ce qu'elle a dans le cœur, de lui faire partager sa joie. Hein? C'est Madame le maire de Douala deuxième. Voilà. Fampou. Madame Fampou. That's Madame Fampou. Qui Denise Fampou. Denise Fampou qui était au chaudron de Douala dans le cadre de cette élection présidentielle. Et on comprend naturellement le bonheur qu'elle peut avoir de constater que au lendemain de cette élection, Douala est calme au même titre que l'ensemble des localités du Cameroun. Le président de la République qui s'est avancé
mais qui devra, comme d'habitude, attendre encore un peu. A last handshake. La première dame, Chantal Biya, qui, elle, continue de communier avec le peuple. Allô? Alors, la première dame qui échange, qui adresse plateau et qui en soit, toujours en compagnie de nos 4 invités. Jean-Paul Chounian, vous aviez la parole. J'étais en train de développer sur cette sortie, on va le dire, du président qui faisait référence à ce que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avaient été empêchées de participer au vote du fait des sécessionnistes. Oui, le président, je disais que tout est parti des sorties des 2 prélats dont vous avez évoqué. Donc, je dis que le président, si le président l'a indiqué en reconnaissant que les populations n'ont pas pu exprimer n'ont pas pu accomplir leur devoir civique, je pense que ça donne aussi du crédit, même si c'est une interprétation, ça donne du crédit aux préoccupations de Monseigneur Samuel Keda, que si la majorité d'un électorat ne participe pas à une élection et qu'on se retrouve avec un candidat qui gagne avec des scores de 81%, ça pose quand même problème. Parce que je ne suis pas sûr que, vu le taux d'abstention, je ne veux pas appelons ça abstention parce qu'ils n'ont pas voté, on met ça dans le panier de l'abstention. Mais comment ferez-vous pour avoir 81% peut-être sur la base de quelques-uns qui ont voté, qui ont voté. Donc, je pense que sur ce discours aussi, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest attendaient que le président s'adresse à eux en leur disant quelque chose de fort. Parce que c'est vrai qu'ils sont dans le Cameroun, le président fait un discours généreux adressé à tous les Camerounais, mais je pense que ce qui se passe là-bas, on a des déplacés, des gens qui sont partis de ces 2 régions-là, qui sont à Douala, ils sont à Bafoussam, ils sont un peu partout, ils sont dans le Mungo. Il y avait certainement beaucoup d'attentes. Donc je pense que les sorties des 2 prix-là, chacun était dans son rôle d'abord en tant que citoyen camerounais et peut-être en tant que autorité religieuse, mais davantage une autorité morale qui doit toujours se poser des questions par rapport à une situation qui se pose, dont peut-être qui ne semble pas être très claire à leurs yeux. Ok, bonsoir. Merci. Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce qui va constituer l'essentiel de ce 20h très attendu en cette journée fériée, suite à la prestation du serment du président élu? Nous vous présenterons les points saillants et les meilleures séquences de cette cérémonie de prestation de serment de Paul Biya à l'Assemblée nationale. Au-delà du rituel républicain, nous allons décoder son discours axé sur 3 points majeurs: la crise anglophone, les orientations économiques pour relancer la croissance, mais aussi le clin d'œil adressé à la jeunesse camerounaise qui a manifesté son intérêt pour être associé dans la gestion de la chose publique. Nous parlerons également de la folle journée de Maurice Kamto et ses partisans, classé officiellement 2e à cette présidentielle 2018. Sa manifestation contre Paul Biya a été réprimée et nous évoquerons la position de l'Organisation des Nations Unies au sujet de ces enfants élèves enlevés depuis déjà 24 heures du côté de Bamenda et dont on est sans nouvelles jusqu'à 7 heures. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé dans quelques instants. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. La peau de bébé est fraîche. Voilà, le début toujours en compagnie de Pierre Macon, Jean-Paul Chouniat, Matsuabo et Maître Georges Tegem. Je commence avec vous, Matsuabo. Maurice Kamto a choisi de faire le 6 novembre à sa manière. Et il est dans son rôle, hein, et puis c'est son droit le plus
le plus absolu. Alors, nous savons tous que le professeur Maurice Kamto, autant pour moi, revendique une victoire qu'il estime volée. Et du coup, s'il estime qu'il peut entretenir ses partisans le 6 novembre pour leur dire, écoutez, malgré ce que M. Biya et son conseil constitutionnel sont en train de faire, sachez que le combat continue, il faut toujours résister. Je ne trouve pas du mal à cela. Donc, il est effectivement dans son rôle de réclamer son droit le plus absolu. Ok, Jean-Paul Chouingat, c'est sorti de Maurice Kamto, un 6 novembre, dans la même ville que le président Biya a choisi de prêter serment. Bon, c'est vrai que moi j'aurais un avis. Vous voulez attirer l'attention aussi? Son événement aussi. Moi j'aurais un avis contraire, même quand je dis quelque chose qui est contre le RDPC. Maître pense que peut-être je tire sur le RDPC. Maintenant, quand je vais dire contre le MRC, les militants du MRC vont aussi me considérer comme un pro-RDPC. Donc, malheureusement, nous on est habitués à cela. Là, je pense que la précision valait la peine. Oui. Moi, je pense honnêtement que cette sortie de Maurice Kamto, où il s'est adressé à ses partisans, le 6 novembre étant donc le jour de prestation de serment, un jour symbolique, il a choisi peut-être ça pour ce jour-là, pour faire aussi entendre sa voix d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est d'un côté. On peut, je lui concède ça sur ce volet-là que son action, son geste est compréhensible. À l'opposé, je pense qu'il n'aurait pas dû. Pourquoi? Parce que il a déclaré que le Conseil constitutionnel lui a volé sa victoire pour l'attribuer au candidat Paul Biya. Il a fait des sorties, les gens ont entendu. J'ai même suivi qu'il allait saisir les instances internationales, c'est-à-dire pour qu'on lui rende justice. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il est encore important, parce que j'ai suivi un extrait de son échange avec c'est pratiquement ce qu'il disait chaque fois, même pendant la campagne électorale. J'ai eu peut-être le privilège d'être le journaliste à l'avoir suivi durant toute sa campagne électorale. Donc le discours est pratiquement le même. C'est pas quelque chose de nouveau pour ses partisans. Donc je pense aussi que juristes de haut vol, ce sont ces mêmes juristes qui nous enseignent que non, si quelqu'un vous gifle, ne vous faites pas justice en allant rendre une gifle. Et il y a des juridictions à saisir. Il a saisi, c'est vrai qu'après le Conseil constitutionnel a dit que c'est sans recours, les recours sont épuisés, il n'y a plus d'autres voies de recours, mais il a choisi d'aller à l'international. À l'international, il n'y va pas pour du folklore ou bien pour une simple formalité. C'est parce qu'il sait qu'en saisissant ces juridictions internationales, ces organisations internationales, on peut faire entendre sa voix, parce que surtout qu'il exige le recomptage des voix. Donc je pense qu'en restant concentré sur l'essentiel de ce qui va lui ramener sa victoire, ce serait le plus important que d'aller dans la rue où j'ai envie de dire qu'il donne gratuitement du travail aux forces de maintien de l'ordre, on le porte, on le contraint à aller rester à son domicile et tout ça. Moi, je pense que ça n'a pas changé le cours des événements de cette journée. Même si on l'avait laissé sans que les forces du maintien de l'ordre n'aillent l'intercepter. En quoi ça aurait dérangé, ça aurait empêché que la prestation de serment ait lieu? Non. Mais non, je finis, mais je sais comment vous voulez réagir. Laissez-moi finir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on n'avait pas aussi besoin d'aller l'interrompre, d'aller brutaliser ou de les transporter à la police, parce que même les marches, vous pensez que si quelqu'un vient ici et dit qu'il veut marcher, on vous laisse marcher, vous pouvez marcher dans toute la ville de Douala pendant une journée? Mais là n'est pas le problème. Moi je pense que oui, les autres vont intervenir aussi. On aurait pu, on aurait pu laisser. Il s'adresse à ses partisans. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous avez saisi les organisations internationales que vous ne pouvez pas rassurer vos partisans. Vous pouvez les rassurer. En quoi? Vous en prie. Ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. C'est qu'on est dans un pays où les gens pensent qu'il faut intimider les autres. On est dans un pays où on veut régner par
par la brimade. Je dis encore de manière formelle, je ne vois pas en quoi Maurice Kamto gênait le RDPC et BIA de prêter serment. Ils étaient libres de le faire. Venir le faire... risque de trouble alors? Zéro. Okay. Les gens se trouvaient à Loncap et M. Bia se trouvait du côté de Ngouekele. Et je crois que vraiment, quand on regarde tous ceux qui étaient là, il n'y avait pas une foule aussi immense. Je voudrais tout simplement dire, c'est la Pouchiti. Je voudrais tout simplement dire, il faudrait quand même demander qu'on sache. Peut-être M. Bia lui-même n'a même pas envoyé les gens le faire. Mais on a ici une bande de Camerounais zélés, on a une bande de Camerounais qui aiment faire le faire valoir, la philosophie de vue de face le paraît, qui pense toujours que même si quelqu'un est en train de marcher là, il faut le porter pour montrer au chef que non, on travaille pour vous. Ça, c'est de la cacophonie. Il faut à un moment donné que le pouvoir central arrête. Et que ceux qui croient rouler pour le RDPC, qu'il faut à un moment donné qu'ils sachent que s'ils continuent dans cette voie, ils vont trouver maintenant du répondant en face. Oui. Une minute. Attendez, dites-moi, Maître Georges Teghem, cette sortie de Maurice Kamto aujourd'hui est venue un tout petit peu gâcher votre fête? Enfin, je ne sais pas, pour moi, c'est une sortie qui est manifestement illégale. Parce qu'au Cameroun, les réunions sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation spéciale. Si c'est une réunion, s'il n'a pas l'autorisation spéciale, la réunion est interdite, c'est la loi. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Et c'est la rigueur de la loi. Dessus, si c'était une manifestation sur la voie publique, il y avait d'abord la déclaration préalable. Ce sont des préalables, c'est la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Je comprends M. Mars Wabo, il s'emporte, parce qu'il pense que la République, M. Wabo, les libertés s'exercent dans le cadre institutionnel, dans le cadre légal. Vous ne pouvez pas, on a toujours dit, le juriste en première année le sait, hein, qu'en réalité, c'est la liberté qui opprime, la loi libère. C'est la loi qui fixe le cadre. M. Kamto, le professeur Maurice Kamto, agrégé de droit public et de sciences politiques, il n'ignore pas que la loi au Cameroun interdit les réunions sur la voie publique. Les réunions sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation spéciale. Les manifestations sur la voie publique, il faut faire la déclaration préalable. Je vais finir, M. Wabo. Vous semblez très excité. Non, je ne vous empêche pas, allez-y. Les manifestations sur la voie publique, quant à elles, sont soumises à l'obligation de déclaration préalable. Si vous faites la déclaration, l'autorité l'interdit. On considère, la loi camerounaise considère qu'il s'agit d'une voie de fait, puisque la loi camerounaise dit que cette décision d'interdiction est soumise à la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une décision d'une autorité administrative est soumise à la compétence du juge judiciaire, comme c'est le cas, en ce qui concerne l'interdiction de manifestation sur la voie publique, cela signifie qu'on estime que l'autorité a porté atteinte à un droit protégé. Ok. Paul Didier Macon, votre champion, on l'a vu, ni au palais, ni sur la voie publique. Où était Gabriel Libi aujourd'hui? De toutes les façons, il a choisi de ne pas être là parce que vous savez sa position sur ces élections. Il considère qu'elles ont été mal organisées et qu'à partir de ce moment, celui qui est proclamé, du moins les résultats qui sont proclamés ne reflètent pas la réalité des urnes, c'est très clair. Oui. Et à partir de ce moment, il doit être cohérent pour ne pas assister à ce qu'il considère comme une forfaiture. Bien, donc, où était Gabriel Libi aujourd'hui? C'est vous, le journaliste, j'ai envie de vous poser la même question. C'est vous qui êtes censé avoir toutes les informations. J'avoue que je n'ai pas cherché l'information, mais il est forcément dans la République. Peut-être que c'est vous qui êtes mieux renseigné que moi en tant que journaliste. J'aimerais poser le problème de fond de nos élections au Cameroun et de ce qui s'observe là comme étant l'effet d'une cause qui est plus lointaine. Ce que le professeur Maurice Kamto fait aujourd'hui avec ses partisans est l'effet de quelque chose qui a été tissé en amont. Savoir que nous n'avons pas un processus électoral transparent et consensuel. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons arriver à un stade où nous organisons des élections qui peuvent être approuvées par tous les participants, de sorte que les perdants appellent les gagnants au soir de l'élection. C'est quelque chose de parfaitement possible. Le problème au Cameroun, c'est qu'on a organisé l'opacité pour pouvoir tricher et proclamer des résultats qui ne reflètent donc pas le résultat des urnes. D'où la contestation multiple que nous observons là. C'est pas parce que les gens n'aiment pas l'ordre public, ou parce qu'ils sont des contestataires, ou bien des anticonformistes, ou bien des fossoyeurs du désordre, qu'ils viennent faire ce qu'ils ont à faire là, ou ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais c'est simplement parce que nous avons un processus électoral qui n'est pas consensuel et qui n'est pas transparent. Nous parlions tout à l'heure de décentralisation.
Qu'est-ce qui empêche? Je reviens pas dessus. Mais je dis simplement, pour l'organisation des élections, il peut aussi y avoir une petite espèce de décentralisation. Qu'est-ce qui empêche aux antennes communales de proclamer les résultats et de les publier au niveau des communes? Je parle déjà de la révision du code électoral. Parce qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Ceux qui contestent les élections peuvent, à partir de ce moment, parce qu'il faudra le réviser, peuvent à partir de ce moment aller lire les résultats qui sont affichés au niveau des mairies de chaque commune. Ce qui permet donc de faire une somme des résultats au niveau des communes et d'avoir donc 360 PV qui permettent à chacun de faire une opération de manière extrêmement simple. On organise l'élection de sorte que les revendications portent sur 25 000 PV, ce qui est impossible de rassembler tous ces 25 000 PV et de les présenter à une autorité qui serait chargée. Mais il y a un candidat qui dit qu'il a de les valider ou bien de les invalider. Mais 17 000, ça ne veut pas 25 000. Même si les 17 000 sont authentifiés, même si les 17 000 sont authentifiés, ceux qui font de la polémique juridique, je suis sûr que juridiquement, ils ne seraient toujours pas fondés à justifier sa victoire ou bien sa défaite. À partir des 17 000, on va le demander les 25 000. S'il en présente 24 000, on va le demander la centaine qui reste. Donc, vous voyez bien que c'est organisé pour qu'il n'y ait pas de transparence. Pour qu'il y ait de la transparence, il faut simplifier des choses. On s'est appris à l'école primaire, si vous avez une grosse faction, vous la simplifiez. Donc, il faut simplifier, il faut avoir 360 PV. De sorte que chacun peut organiser ses réclamations facilement. Mais j'avoue que tel que c'est parti là, ça ne va pas être facile parce que c'est dans l'opacité que les autres ont la possibilité d'organiser toutes sortes de fraudes, de magouilles, n'est-ce pas? Et que la transparence les gêne manifestement. Ok, Jean-Paul Juvenal, le président ce matin également a demandé aux sécessionnistes de déposer les armes. Sera-t-il entendu? Cet appel du président. Bon, je pense que si les sécessionnistes n'ont pas déposé les armes depuis, c'est pas parce que le président ne leur a jamais adresser un appel en leur demandant de déposer les armes. Je reste quand même dubitatif que ce message puisse toucher les sécessionnistes et qu'un matin ils disent bon, nous déposons suite à l'appel du Mais on a suivi le ministre Paul Atangandji là, sortir du palais de verre de Ngoïkele au micro de Gizogo, il dit qu'il y a des sécessionnistes qui ont commencé à déposer les armes ce matin. Non, c'est pour ça que je dis que quand on dit les sécessionnistes, certainement ils sont bien organisés, tout au moins ils doivent avoir un commandement, permettez-moi d'appeler ça un commandement central où les ordres, où les actions, les stratégies, toutes les stratégies de déstabilisation, les actions menées partent. Donc si par là il y a quelques-uns qui sont convaincus que vraiment je ne trouve plus mon intérêt dans cette affaire, je risque de me faire tuer et décider de déposer les armes. Dans les conflits, quand on dit que les belligérants ont déposé les armes, c'est que les différents chefs d'unité, je vais appeler ça comme ça, décident que nous déposons. On a vu par exemple en Colombie comment les FARC ont décidé de déposer les armes et ça a été unanimement accueilli, tout le monde a arrêté. Donc mais maintenant si c'est sur des poches de résistance, tel groupe décide que nous déposons les armes, qu'on compte arriver à la fin du dépôt des armes définitif, j'ai bien peur que ça dure plus que le septennat. Donc, en réalité, en toute sincérité, quelle crédibilité on peut accorder aux déclarations du Atangandji? Vous voyez un monsieur qui est là-bas, en fait, il est en joie. Après avoir fini avec frauder avec son appareil électoral, il est en joie. On tend le micro, il vient vous dire les sécessionnistes ont commencé à déposer les armes. C'est le même ministre de l'AT qui avait pris des images de films au Nigeria pour accuser des gens ici qu'on est en train de couper au mange des gens, n'est-ce pas? Donc pour moi c'est un farceur. Ce qu'il dit là, de ne pas tenir la route. Non, moi je dis ce que le président a dit. Non, je reste sur ce qu'il a dit. Voilà. Le président a tenu, il a dit, pour le président c'est que il faut que la guerre s'arrête. Bon, je présume qu'il va prendre des dispositions pour que les choses aillent de manière logique. Mais quant à vouloir s'en tenir aux déclarations d'Atangandji, j'ai dit, ce n'est pas un homme crédible, pour moi c'est un farceur. Ça serait venu de la bouche du président, d'accord, que ça aurait eu plus de crédibilité. Je vous dis encore, vous avez un monsieur comme Atangandji qui a fini de frauder ces élections, qui a fini de... Je vous en prie. Allez, vous en prie. Bon, je vais retirer le mot. Bon, je vais essayer de retirer le mot. Vous avez un monsieur comme Atangandji qui a fini de faire du spectacle. Au moins, ça, c'est le mot est quand même juste. Il finit de faire du spectacle. Je dis encore que il sort d'une élection, il est en joie, et dès qu'il sort de sa joie, il raconte des choses comme quelqu'un qui sort d'un coma profond. Je reste toujours pour lui, mais je dis tout simplement que, venant de Atangandji, moi, j'émets des réserves. Ok. Maître Tegem? Monsieur Wabo me semble on peut espérer il est très hystérique, Monsieur Wabo, on ne parle pas comme ça d'un ministre de la République. Monsieur Atangandji est un ministre de la République. On ne parle pas comme ça d'un ministre de la République.
C'est un grand honneur d'être promu au poste de ministre de la République. Monsieur Wabo, vous ne serez jamais républicain si vous ne respectez pas les institutions, si vous ne respectez pas un ministre de la République. Monsieur Atangandji est ministre de la République. J'insiste dessus, il faudrait que vous le sachiez. Mais il faut aussi on ne dit pas que ministre, on ne dit pas de la République. Aussi, non, attendez, je ne veux pas que vous jugez mes propos, vous êtes peut-être libre, ok? Mais c'est certes un ministre de la République. Il faudrait également que le ministre, quand il tient un langage, il doit aussi tenir il doit tenir un langage républicain. Monsieur je vous en prie, s'il tient un langage de nature à frustrer des gens, mais acceptez également. Monsieur je vous en prie. Monsieur Wabo, c'est non, laissez-moi la parole. Non, attendez, vous m'avez inversé, n'est-ce pas? Vous êtes en train de... Vous m'avez inversé, à ce que je sache. S'il tient un langage républicain, il aura également une réponse républicaine. Mais s'il tient un langage d'un homme qui pense qu'il faut mater les autres, il aura effectivement, également une réponse envers lui. Pourquoi? Monsieur Wabo. Vous êtes sûr que si on sort tous les discours d'Atangandji, il a été toujours courtois envers les gens? Monsieur Wabo. Bon. Vous êtes le symbole même de ce que... Est-ce que tu étais courtois avec les gens? Non, ne me jugez pas surtout, je vous en prie. Vous êtes le symbole... Non, ne me jugez pas surtout, je dis encore, ne me jugez pas. Vous êtes le symbole même de ce que la République ne doit pas avoir en titre de démocrate. Vous ne parvenez même pas, monsieur Wabo, à me laisser parler. Vous m'empêchez de parler et vous faites la leçon. Non, pardon. C'est vous qui avez commencé la leçon et c'est interactif. Je dis tout simplement, est-ce que vous avez la certitude que le ministre Atangandji a toujours été courtois envers les gens? Je dis, si non, vous... on ne fait pas le procès du ministre Atangandji, je vous en prie. Monsieur Wabo. J'arrête, mais allez-y. Merci. Allez-y. J'espère qu'enfin... Je vous donne même mon temps de parole. J'espère qu'enfin vous allez me laisser parler. Allez-y. Vous êtes le symbole même de ce que ce pays ne doit pas avoir à titre de démocrate. Parce que sur ce plateau, lorsque quelqu'un vous répond, ça vous heurte. Vous vociférez plus que tout le monde, alors que vous condamnez un ministre de la République qui a pris une position qui est celle d'un membre du gouvernement. Monsieur Wabo, lorsqu'un ministre de l'administration territoriale dit que les gens sont déposés les armes, c'est hâtif de le critiquer parce qu'il l'a annoncé il y a quelques minutes et vous n'en savez strictement rien parce qu'il est membre du gouvernement et il a les représentants sur le terrain. Lorsque vous venez sur un plateau de télévision, vous qualifiez un ministre de fraudeur aux élections. C'est très très grave et c'est une accusation qu'il faut absolument retirer si vous voulez être républicain. Monsieur Wabo, on ne parle pas comme ça d'un membre du gouvernement et on ne fait pas la leçon quand soi-même on ne s'applique pas les principes de démocratie. Je vous entends parler depuis, vous empêchez carrément les autres de parler, vous voulez imposer vos points de vue, mais monsieur Wabo, vous n'avez pas toujours raison. Maître, je dis, répondez à la question. Merci. Bon. Oui, allez-y. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. On arrive au terme, je voudrais placer juste un mot au sujet du bilan économique, n'est-ce pas, du dernier septennat du président de la République, qui a... Non, on va faire toute une émission. On va faire toute une émission. On a choisi quelques axes. On ne pouvait pas tout embrasser aujourd'hui. Bon, c'est Macron. Bon, oui. Compris. Bon, ok, mais je voulais d'abord dire juste un petit mot. C'est que, bon, il faut reconnaître que ça va extrêmement mal. Au moment où nous sortions du dernier septennat, nous étions à 523 000 salariés au Cameroun, sur au moins 11 millions possibles. Et au sorti de ce septennat, nous n'avons toujours pas atteint 600 000 salariés, dont 320 000 du public, si j'exclus les fonctionnaires fictifs. Le reste pour la somme des entreprises privées. Vous voyez que 600 000 sur 11 millions, nous sommes à peine à 6% du taux d'emploi. Je n'ose pas parler du taux de chômage, parce que vous pouvez en déduire automatiquement. Si vous avez 6% du taux d'emploi, vous voyez où est le taux de chômage. Et vous pouvez aussi, à partir de là, avoir un jugement objectif de ce septennat qui vient de se terminer. Merci, cher monsieur. Merci, Maître Terem. Merci. C'était un plaisir. Ben, monsieur Wabo, il faut réviser vos positions parce que c'est très très grave. Non, je suis désolé. Merci, Wabo. Merci, Jean-Paul Chunat. Merci, Paul Didier Macon. Merci à vous. Vous êtes venu la première fois. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Baham.